De l'art de s'interroger sur le sens de l'existence à celui de couper les cheveux en quatre, la métaphysique a bien souvent des airs de littérature fantastique. C'est à ce titre que certains, bien philosophes pourtant, la jugent inutile, et que d'autres au contraire y consacrent leur vie. Mais que faut-il y voir ? La science de l'être en tant qu'être, ou l'inutile complexité d'un langage qui tourne à vide ? La possibilité de s'interroger sur sa condition d'être mortel qui aspire à l'éternel, ou l'au-delà du savoir à jamais inaccessible à la raison. Dieu est peut-être mort, la métaphysique, elle, est bien vivante, à croire parfois que l'une se serait substituée à l'autre. Ainsi Spinoza, dans l'appendice de la première partie de l'Éthique, écrit ceci. Si par exemple une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué, certains démontreront de la manière suivante que la pierre est tombée pour tuer cet homme. Si elle n'est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comment tant de circonstances, et en effet il y en a souvent un grand concours, ont-elles pu se trouver par chance réunies ? Peut-être, direz-vous, cela est arrivé parce que le vent soufflait et que l'homme passait par là. Mais, insisteront-ils, pourquoi le vent soufflait-il à ce moment ? Et pourquoi l'homme passait-il par là à ce même instant ? Si vous répondez alors, le vent s'est levé parce que la mer, le jour d'avant, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter, et l'homme avait été invité par un ami, ils insisteront de nouveau, car ils n'en finissent pas de poser des questions. Pourquoi la mer était-elle agitée ? Pourquoi l'homme a-t-il été invité pour tel moment ? Et ils continueront ainsi de vous interroger sans relâche sur les causes des événements, jusqu'à ce que vous soyez réfugiés dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. Alors, connaissance ultime ou asile de l'ignorance, cette semaine, nous interrogerons la place et la fonction de la métaphysique dans l'histoire de la philosophie. Avec demain, Jean-François Kervégan qui vous racontera le tournant décisif de Kant à Hegel. Mercredi, Philippe Cabestan qui s'attellera à la métaphysique selon Heidegger. Et jeudi, Michael Fessel et Francis Wolff qui vous diront à quoi ressemble la métaphysique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, précisément aujourd'hui lundi, pour commencer cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir David Lefebvre, professeur en philosophie antique à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, qui vient retracer pour vous la naissance de la métaphysique de Platon à Aristote en particulier. Bonjour à vous David Lefebvre. Bonjour. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être et ses attributs essentiels. Elle ne se confond avec aucune des sciences dites particulières, car aucune de ces autres sciences ne considère en général l'être en tant qu'être, mais découpant une certaine partie de l'être, c'est seulement de cette partie qu'elles étudient l'attribut essentiel. Mais puisque nous recherchons les principes premiers et les causes les plus élevées, il est évident qu'il existe nécessairement quelque réalité à laquelle ces principes et ces causes appartiennent en vertu de sa nature propre. C'est pourquoi nous devons aussi appréhender les causes premières de l'être en tant qu'être. L'être se prend en plusieurs acceptions, mais c'est toujours relativement à un terme unique, à une même nature. Ce n'est pas une simple homonymie, mais de même que tout ce qui est sain se rapporte à la santé, de même aussi l'être se prend en de multiples acceptions. Mais en chaque acception, toute dénomination se fait par rapport à un principe unique. Telles choses, en effet, sont dites des êtres parce qu'elles sont des substances. Telles autres parce qu'elles sont des affections de la substance. Telles autres parce qu'elles sont un acheminement vers la substance ou au contraire des corruptions des substances. Et de même que de tout ce qui est sain, il n'y a qu'une seule science, ainsi en est-il pour les autres cas. Il est donc évident qu'il appartient aussi à une seule science d'étudier tous les êtres en tant qu'êtres. Or la science a toujours pour objet propre ce qui est premier.
ce dont toutes les autres choses dépendent, et à raison de quoi elles sont désignées. Si donc c'est la substance, c'est des substances que le philosophe devra appréhender les principes et les causes. À l'heure où le soleil décline, Marguerite galopait de toutes ses petites pattes roses jusqu'à la falaise et s'asseyait, les pieds dans le vide, face à l'océan. Car Marguerite voulait tout comprendre, le pourquoi et le comment des choses, le pourquoi du comment, le comment du pourquoi et réciproquement. C'est ainsi que, très jeune, Marguerite se mit à aimer la métaphysique. Elle ne se demandait pas seulement « Qui suis-je, moi, Marguerite ?» Elle ne se demandait pas seulement « Si j'avais des roues, mais encore toute ma tête, serais-je un vélo ou une rate supersonique ?» Elle ne se demandait pas seulement « Pourquoi la lune ne porte-t-elle que des cailloux alors que la terre, à qui personne n'a rien demandé de plus, s'excite à produire des créatures vivantes par milliards ?» Si Marguerite s'était contentée de ces questions-là, elle aurait été philosophe, ou rate politique, ou rate de science. Or, Marguerite aimait la métaphysique, c'est-à-dire qu'elle ne se demandait pas seulement la raison de telle ou telle chose, elle voulait savoir la cause de tout. C'est bien la question, David Lefebvre. Est-ce que la métaphysique consiste à s'interroger sur la raison de telle ou telle chose, ou bien sur la cause de tout ? Oui, en effet. Le texte de la métaphysique que vous avez lu, de Gamma 1 et le début de Gamma 2, montre bien que il s'agit en un sens de la cause de tout, en un sens assez particulier, puisque vous avez commencé par lire cette phrase assez mystérieuse. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être et ses propriétés. Peut-être qu'on peut rappeler pour les auditeurs, puisque vous avez commencé à parler de métaphysique de manière assez surprenante et un peu décevante pour nous. Il n'est pas question du mot métaphysique dans le texte que vous avez lu. Il est uniquement question de cette science de l'être en tant qu'être qui étudie aussi ses propriétés. Donc, il n'est pas question stricto sensu de métaphysique. Donc, bon, il est inutile de rappeler que le mot de métaphysique n'apparaît pas dans le texte lui-même et qu'il apparaît assez tardivement chez un commentateur sans doute aristotélicien qui il n'est pas inutile de le rappeler, Nicolas de du Damas. Coup, ouais. Et c'est assez étonnant d'apprendre, de savoir que ce mot n'est pas aristotélicien, pour autant qu'on puisse le savoir, et qu'il a été donné ou imposé tardivement, donc sans doute au 1er siècle avant Jésus-Christ, par sans doute un commentateur aristotélicien, comme on l'apprend à la fin de la métaphysique de Théophraste, et que par conséquent, comme on l'a dit, c'est un heureux accident, parce que ça décrit assez bien ce dont il est question, quoiqu'il faille s'entendre sur ce que signifie lui-même le mot de métaphysique, mais en tout cas, il y a un décalage, parce que on ouvre un livre qui s'appelle Métaphysique et il n'est pas question de métaphysique. Donc il est question, dans le texte que vous avez lu, de science de l'être en tant qu'être. Un petit peu plus loin, il sera question de philosophie première. Il y a aussi question de philosophie seconde. La philosophie première, toute la question est de savoir pourquoi elle est première et sur quoi elle porte. La philosophie seconde, c'est manifestement la physique. Et la manière que vous avez eu, qu'on a d'entrer dans la chose à partir du Gamma 1 est effectivement quelque chose qui est assez moderne pour nous. Alors on rentre directement dans le vif du sujet, disons-le, c'est un texte qui est compliqué, je rassure les auditeurs qui auraient été un peu déstabilisés malgré l'excellente lecture de Judith Henry. C'est des termes qui sont compliqués, avec lesquels on est peu familier, et on se demande quel est ce registre étrange qui parle de substance et de philosophie première. Oui, en même temps, les termes sont compliqués, c'est pas si compliqué que ça. Aristote nous dit il y a une science de l'être en tant qu'être qui étudie ses propriétés, il y a une science qui étudie des principes, et la notion de substance peut encore nous être accessible. Ce qui est d'intéressant dans le passage que vous avez lu est qu'Aristote pose une science qui n'existe pas à son époque, qui est la science de l'être en tant qu'être, et manifestement tout son objet est de décrire ce en quoi elle consiste et progressivement de lui donner à la fois un contenu et une unité, puisque c'est ce sur quoi insiste ce passage-là, c'est-à-dire que on comprend que son contenu c'est l'être en tant qu'être, quoi qu'on ne voit pas bien ce que peut être l'être lui-même, et encore moins l'être en tant qu'être, et progressivement il va réduire cet être en tant qu'être sur la notion de substance. Alors pour quelqu'un qui ne comprendrait pas, je trouve que le premier passage que vous avez lu est assez pédagogique, parce que Aristote fait la différence entre une science qui étudie une partie de l'être,
Il y a l'idée de découper une partie de l'être, et une science qui étudie l'être en tant qu'être. Donc précisément, les autres sciences, comme les mathématiques par exemple, ou la physique, découpent une partie de l'être. Par exemple, les mathématiques découpent une partie de l'être comme la grandeur, continue ou discontinue. La géométrie s'occupe de la grandeur continue, l'arithmétique de la grandeur discontinue, à savoir des nombres. Et donc, il y a ce découpage. Ce qui caractérise cette science de l'être en tant qu'être, appelons-la par son nom, c'est qu'elle ne découpe pas, mais qu'elle a un objet en vue, qui est l'être, et qu'elle l'envisage uniquement en tant qu'il est. Et donc, elle ne se focalise pas sur, pour prendre un vocabulaire plus contemporain, sur un être en particulier, la grandeur, les êtres naturels, mais qu'elle prend l'être et qu'elle l'envisage en tant qu'il est. La grande différence entre ce que nous, on pourrait comprendre par là, c'est-à-dire cette science de l'être en tant simplement qu'il est, et ce qu'on appelle, nous, l'ontologie, est que, immédiatement, Aristote parle des principes et des causes. Donc, ce dont il va être question, c'est pas simplement de faire une description de l'être en tant qu'être, mais au-delà d'une simple description ou d'une sorte d'ontologie générale et des propriétés des êtres en tant qu'être, il s'agit de rechercher les principes et les causes de l'être en tant qu'être, et très rapidement, on s'aperçoit, sans qu'il y ait de concentration ou de restriction, que cette science de l'être en tant qu'être trouve son objet principal et son unité dans la notion de substance. Ça veut dire que la métaphysique n'est pas une forme d'ontologie, puisque vous employez ce terme, mais est vraiment, et à proprement parler, une science. Si on entend par science, ceux qui s'interrogent précisément sur les principes et les causes d'un donné. Tout à fait. Ce qui caractérise en effet la science aristotélicienne, c'est d'une part qu'elle a un genre, et d'autre part qu'elle s'intéresse aux principes et aux causes. Alors ces deux aspects-là sont à la fois structurants et problématiques pour comprendre la science de l'être en tant qu'être pour Aristote. Problématique parce que manifestement, la science de l'être en tant qu'être ne porte pas sur un genre de l'être. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, la métaphysique n'a pas découpé une partie de l'être, comme les mathématiques ou la physique ou telle autre discipline, mais elle s'occupe de l'être en tant qu'être, qui n'est pas un genre. C'est-à-dire qu'il ne correspond pas à une partie délimitée dont il serait possible de donner une définition. Par conséquent, le problème d'Aristote va être de voir de quelle façon la science de l'être en tant qu'être peut tout à la fois ne pas porter sur un genre et avoir une unité. Et deuxièmement, ce en quoi cette science de l'être en tant qu'être est structurée, c'est aussi parce que, comme vous dites, elle est une science, c'est-à-dire qu'elle porte sur des principes et des causes, exactement les premières causes et les premiers principes de cet être en tant qu'être. Donc il y a cette double référence à la science aristotélicienne dans la science de l'être en tant qu'être. Elle porte à la fois sur quelque chose qui n'est pas un genre, mais l'être en tant qu'être. Donc la question d'Aristote va être de lui trouver une unité. Et par ailleurs, elle porte sur les principes et les causes de l'être en tant qu'être. Alors voilà, arrêtons-nous sur ce thème même de science, puisqu'effectivement la lecture de la métaphysique d'Aristote est problématique à bien des égards, et notamment sur le statut scientifique de sa démarche, puisque si l'on entend par science la méthode qui consiste à remonter aux principes et aux causes pour expliquer ce qui est, alors comment cela fonctionne avec un objet aussi particulier que l'être. L'être ne peut pas être réduit à son existence sensible, empirique, on ne peut pas observer l'être. Comment s'assurer que les principes et les causes sont véritablement ce qui engendre cette chose indéfinissable qu'est l'être? C'est en cela qu'on peut peut-être parler, si l'ontologie n'est pas le terme approprié, est-ce que celui de métaphysique n'est pas là pour signaler cette science particulière, cette science dont l'objet est si particulier qu'on ne puisse pas vraiment l'observer? Oui. Alors, on ne peut pas l'observer, et en même temps, je vous rappellerai que la plus grande partie de la métaphysique d'Aristote porte sur ce qui nous est le plus commun, ordinaire, puisque la plus grande partie de la métaphysique d'Aristote porte sur les principes de la substance sensible, c'est-à-dire vous et moi. Il y a une très très petite partie de la métaphysique d'Aristote qui porte sur des substances suprasensibles, mais la plus grande partie est une réflexion sur, à partir du texte que vous avez lu d'ailleurs, est une réflexion sur qu'est-ce qui constitue les principes et les causes premières des substances sensibles, c'est-à-dire de vous et de moi, puisque les vivants sont les substances paradigmatiques pour Aristote, même s'il parle parfois des objets artificiels. C'est la substance sensible, c'est-à-dire le vivant, la plante, l'animal, l'être humain, qui constitue l'objet de réflexion d'Aristote. Et lorsqu'il parle de substance, lorsqu'il dit que la substance est le sens premier de l'être en tant qu'être, ce par quoi l'être en tant qu'être trouve son unité, même s'il se dit de plusieurs façons, cela signifie exactement que cette substance sensible est si vous voulez, le point de référence des différents sens de l'être. Alors, la difficulté, comme on le voit dans le texte que vous avez lu, c'est que cet être en tant qu'être
et qui ne le verrait pas, cet être en tant qu'être se dit de plusieurs façons. C'est-à-dire que, effectivement, ou bien qu'on l'envisage selon les catégories, ou bien qu'on l'envisage selon les 4 grands sens aristotéliciens de l'être, c'est-à-dire l'être en puissance et l'être en acte, l'être selon les catégories, l'être par soi et l'être par accident, et l'être vrai et faux, de quelque manière qu'on l'envisage, l'être se dit de beaucoup de façons. Et ce n'est pas une simple homonymie. Et c'est pas une simple homonymie, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que il y a des termes qui se disent de plusieurs façons sans qu'il y ait une référence à un terme central, comme par exemple un bras qui est à la fois mon bras et le bras d'un fauteuil, ou une clé qui est à la fois la clé d'une articulation et la clé pour ouvrir une porte. Dans le cas de l'être, ce qui est fondamental pour Aristote, c'est qu'il y a cette, appelons-la, pluralité de sens, ou plurivocité, et qu'elle se dit par rapport à un terme premier qui est la substance. Et la substance, c'est nous, si je puis dire. La question est de savoir si c'est seulement nous. Et toute la démarche d'Aristote va être de rechercher au-delà de la substance sensible ce qui fait son être. C'est pourquoi, à partir de l'être en tant qu'être, Aristote déploie la pluralité des sens de l'être en tant qu'être, et ensuite se focalise par un mouvement de restriction et de précision vers la substance sensible et vers les causes de la substance sensible. Et c'est en donnant à la métaphysique, à ce qu'on appelle nous la métaphysique, ou plus exactement à la science de l'être en tant qu'être, cette substance qu'il donne une unité à la science de l'être en tant qu'être. Un dernier mot sur le texte, sur lequel on pourrait passer d'ailleurs toute l'heure, mais on a encore beaucoup de points à aborder sur la métaphysique d'Aristote. Dans le premier paragraphe qu'on a entendu, il dit ceci: mais puisque nous recherchons les principes premiers et les causes les plus élevées, il est évident qu'il existe nécessairement quelque réalité à laquelle ces principes et ces causes appartiennent. Ce qui est étrange dans cette formulation, c'est qu'on a l'impression que c'est le fait même de rechercher des principes premiers qui prouve l'existence de ceux que l'on va chercher. Oui. C'est effectivement un petit peu, l'argumentation peut ne pas sembler évidente à première vue. Ce qui est important, c'est, je crois, dans le premier passage, c'est que il se situe dans une tradition qui est manifestement la tradition des présocratiques auxquels il se réfère, et il a le même mouvement qui consiste à dire que il n'est pas le premier à faire cette recherche des principes et des causes de l'être, et que d'autres avant lui ont fait cette recherche. Et qu'il faisait une recherche qui n'était pas simplement une recherche des principes et des causes par accident, mais des principes et des causes par soi, de ce dont il faisait la recherche. Et par conséquent, c'est comme Aristote le fait souvent, c'est dans cette tradition qu'il se situe, c'est-à-dire il essaye de montrer, de fonder ou de justifier sa propre démarche en réinterprétant celle de ses prédécesseurs. Et il me semble que c'est un petit peu ce qu'il fait dans le passage que vous avez cité. Mais ce qui nous renseigne sur sa méthode. Alors il faut peut-être en dire 2 mots aussi, puisqu'on parle de science. Aristote va procéder à la fois par induction et par déduction. Oui. Dans la métaphysique, une des grandes questions de la métaphysique est de savoir effectivement quelle est sa méthode, et il y a des débats importants pour savoir quelle elle est. Le problème de la métaphysique est qu'elle n'a pas de méthode unique ou de méthode propre. On a souvent considéré que une de ces méthodes était la dialectique, telle qu'elle est énoncée dans les Topiques, parce que précisément ce qui caractérise la dialectique, c'est qu'elle n'est pas restreinte, comme je le disais, à un seul type de science, et que par conséquent elle peut porter sur plusieurs sciences. Ou sur les principes de plusieurs disciplines. Alors pour ce qui est de la métaphysique, elle utilise de fait assez souvent la dialectique, mais ce n'est pas sa seule méthode. Et elle procède aussi dans beaucoup de textes, comme par exemple le livre alpha de la métaphysique, ou dans d'autres textes, elle procède par ce qu'on pourrait appeler, en utilisant votre terme, une induction, c'est-à-dire par une réflexion sur les principes des prédécesseurs. C'est ça. Alors, vous avez prononcé le terme, celui de dialectique. Il est nécessaire pour comprendre la démarche qu'a Aristote dans ses traités de métaphysique. Vous avez cité alpha, je le dis, ce qu'on appelle nous aujourd'hui métaphysique d'Aristote. Le terme est postérieur à la rédaction des traités. Vous l'avez rappelé en début d'émission. C'est donc un ensemble de plusieurs traités qui s'intitulent alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, et qui chacun à leur tour s'intéresse à un point particulier de ce qu'est cette métaphysique. Et il est difficile de comprendre la démarche de celle d'Aristote, ce qu'on essaie d'élucider aujourd'hui, sans être au clair avec ce qu'est la dialectique. Et c'est notamment par ce biais-là qu'on va comprendre la spécificité, la différence de cette démarche aristotélicienne par rapport à la philosophie telle que Platon l'a pratiquée dans et par la dialectique. Alors je vous propose qu'on écoute un extrait tout de suite de la dialectique platonicienne, c'est un extrait du banquet de Platon, pour qu'ensuite on mesure comment cette méthode-là a été à la fois reprise et transformée par Aristote. Dis-moi ceci. Eros est-il amour de rien ou de quelque chose? De quelque chose, évidemment. Dis-moi si Eros
désire, oui ou non, ce dont il est amour? Bien sûr, il le désire. Est-ce le fait de posséder ce qu'il désire et ce qu'il aime qui entraîne le fait qu'il le désire et qu'il l'aime, ou le fait de ne pas le posséder? Le fait de ne pas le posséder, cela du moins est vraisemblable. Il y a désir de ce qui manque et il n'y a pas désir de ce qui ne manque pas. C'est une nécessité qui crève les yeux, non? C'est bien ce qu'il me semble. Est-ce qu'un homme qui est grand souhaiterait être grand? C'est impossible, suivant ce que nous venons d'admettre. Cet homme ne saurait manquer de cette qualité puisqu'il la possède. Rappelle-toi, tu nous racontais à peu près, je crois, que les dieux avaient réglé leur querelle grâce à l'amour du beau, car il n'y a pas d'amour du laid. C'est à peu près ce que tu as dit, je crois. C'est bien ce que j'ai dit. Donc Eros devrait être amour de la beauté et non de la laideur. Or, n'avons-nous pas admis qu'il aime ce dont il manque et ce qu'il n'a pas? Oui. Donc Eros manque de beauté. Forcément. Dès lors, accordes-tu encore qu'Eros est beau s'il en est ainsi? Je risque fort, Socrate, d'avoir parlé sans savoir ce que je disais. Oh, pourtant, Agathon, tu as magnifiquement parlé. Mais en ce qui me concerne, Socrate, je ne suis plus de taille à engager avec toi la controverse. Non. Mon cher Agathon, c'est avec la vérité que tu ne peux pas engager la controverse. Avec Socrate, ça n'est vraiment pas difficile. Un raisonnement déductif est une formule d'argumentation dans laquelle, certaines choses étant posées, une chose distincte de celles qui ont été posées s'ensuit nécessairement, par la vertu même de ce qui a été posé. C'est une démonstration lorsque les points de départ de la déduction sont des affirmations vraies et premières, ou du moins des affirmations telles que la connaissance qu'on en a prend naissance par l'intermédiaire de certaines affirmations premières et vraies. Au contraire, c'est une déduction dialectique lorsqu'elle prend pour point de départ des idées admises. Sont vraies et premières les affirmations qui emportent la conviction, non pour une raison extérieure à elles, mais par elles-mêmes. Sont des idées admises, en revanche, les opinions partagées par tous les hommes, ou presque par tous, ou par ceux qui représentent l'opinion éclairée, et pour ces derniers, par tous, ou par presque tous, ou par les plus connus et les mieux admis comme autorités. Alors David Lefebvre, d'abord un exemple de la dialectique platonicienne. C'était un extrait du Banquet, une émission Théâtre et compagnie sur France Culture, c'est en décembre 2010, avec Thierry Ancis dans le rôle de Socrate. On voit ici qu'on y entendait que la dialectique platonicienne était cette science première qui doit être celle du philosophe et qui permet d'atteindre les idées. Ici donc la vérité, le discours avec Agathon. Et puis ensuite j'ai lu un extrait des Topiques d'Aristote, donc un autre ouvrage qui fait partie de ce qu'on appelle l'Organon d'Aristote, dans lequel il met au point cette méthode particulière qu'est la dialectique, et qu'il définit comme étant appartenant au registre non pas du vrai, comme c'était le cas chez Platon, mais des idées admises, de l'opinion. On a du mal à voir en ce sens comment la dialectique peut être utile dans le terrain de la métaphysique qui, elle, s'intéresse à l'être en tant qu'être, et donc au vrai, non pas aux opinions. Oui, alors il y a une... Même si on peut dire, même si parfois on a dit que la métaphysique avait des méthodes dialectiques, Aristote distingue explicitement ce qu'il fait dans la métaphysique et la dialectique elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des points communs entre les deux, mais il faut bien voir que chez Aristote, au sens propre du terme, la dialectique est un jeu. C'est-à-dire qu'elle oppose un répondant et quelqu'un qui pose des questions, et l'enjeu entre eux n'est pas du tout d'atteindre la vérité, mais de défendre une thèse
ou de la réfuter. Et de ce point de vue, tout est affaire de stratégie pour savoir comment réfuter la thèse ou comment résister aux attaques. Et tout est affaire de comment choisir les meilleures prémices pour arriver à ses fins. Mais il ne s'agit en aucun cas, même s'il est plus facile d'arriver à ses fins en utilisant des prémices qui sont vraisemblables ou qui ont beaucoup de crédit, la question n'est absolument pas d'atteindre la vérité. Autrement dit, il y a une différence évidente pour Aristote entre la philosophie, la sophia, la sagesse, et la dialectique. Même s'il y a des ponts, même s'il y a des rapports, si on dit qu'il peut y avoir un usage de la dialectique dans la métaphysique, il ne faut surtout pas réduire la métaphysique, la philosophie première, la science de l'être en tant qu'être, à un simple jeu, un simple débat verbal, si vous voulez. Il ne s'agit absolument pas de cela. Il y a eu entre Platon et Aristote une profonde critique ou une profonde réforme de la dialectique elle-même. Comme vous l'avez dit, chez Platon, la dialectique est le nom de la science des philosophes, des hommes libres. Chez Aristote, elle n'est plus qu'un jeu, au sens propre du terme. Un jeu très intéressant, formateur, qui peut apprendre énormément de choses, qui peut servir d'un certain point de vue de méthode et qui a eu des fruits, qui a été très important dans le développement de la logique aristotélicienne sans doute. Mais quant à elle, ce n'est pas la science, ce n'est pas le nom de la science, ni de la physique, ni de la physique, ni de la métaphysique. Par conséquent, il faut vigoureusement distinguer les deux, même si parfois on utilise un sens, si vous voulez, affaibli du mot dialectique pour caractériser la métaphysique. Mais Aristote dit explicitement que même s'il y a des rapports entre les deux, la métaphysique a un but particulier, enfin ce que nous appelons la métaphysique depuis Nicolas de Damas et depuis le nom qui lui a été donné, même si quand nous faisons de la métaphysique, de la philosophie première, de la philosophie théologique, pour prendre un autre nom de cette science, nous ne faisons pas de la dialectique. Il y a explicitement une différence entre les deux. Alors, et en cela, il se distingue radicalement de Platon. Oui. La différence principale, puisque vous insistez sur ce point, est exactement celle-ci, c'est que ce qui caractérise la dialectique platonicienne est qu'elle prétend être qu'elle est ou qu'elle veut être une science de tout, une science de toute chose. Ce qui caractérise au contraire la métaphysique aristotélicienne, c'est qu'elle n'est pas une science de tout de la même façon. Et par conséquent, elle passe par un certain nombre de détours pour porter sur l'être en tant qu'être, pour être universelle en un autre sens. Mais entre la dialectique platonicienne prétend être une science universelle, la métaphysique d'Aristote est d'une autre façon une science universelle, mais absolument pas de la même manière que Platon. Ce qu'il y a d'intéressant dans le passage que vous avez cité, pour changer un tout petit peu de sujet, est cette référence à Eros. Peut-être que vous n'aviez pas ceci en tête, mais dans le texte de Platon ou d'Aristote? Dans le texte de Platon que vous avez cité. Oui, mais si justement ça fait référence à Aristote lui-même qui prend l'exemple, l'image du désir pour expliquer le mouvement même de ce moteur immobile. Et c'est intéressant parce que ça montre de quelle façon entre le banquet et ce petit dialogue entre Agathon et Socrate et la métaphysique d'Aristote et le cœur le plus théologique de la métaphysique d'Aristote, il y a des points une continuité, il y a un fil rouge. On peut penser à un petit dialogue de Platon qui s'appelle le Lysis, on peut penser au banquet, le Lysis qui porte sur l'amitié, le banquet qui porte sur Eros, et puis le livre lambda de la métaphysique, il y a en arrière-plan un modèle qui est celui d'Eros, c'est-à-dire qui est celui du rapport entre celui qui aime et celui qui est aimé, et manifestement, Aristote a encore en tête ceci quand il parle du mode d'action de ce qu'il appelle le premier moteur par rapport à ce qu'il met en mouvement. Et donc, même s'il y a eu des changements fondamentaux du point de vue de la méthode et de la conception de la dialectique, c'est-à-dire de la conception de la philosophie, entre Platon et Aristote, il y a manifestement des invariants qui montrent que Aristote est platonicien encore, d'une certaine façon. Vous avez prononcé le terme alors je sais plus qu'on a dit de philosophie théologique. En prononçant le terme, effectivement, ça peut jeter un doute sur. On en revient à cette démarche proprement aristotélicienne. On a vu en quel sens la métaphysique était une science et non pas une dialectique telle qu'Aristote l'entend. Si vous parlez de théologie, alors la question reste entière, à savoir est-ce que la recherche des causes à laquelle procède Aristote s'inscrit dans une démarche que nous appellerions aujourd'hui théologique ou bien proprement scientifique. Le débat reste ouvert. Oui. Pour Aristote, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les catégories que nous utilisons d'ontologie, de théologie, ont quelque chose d'égarant. Pour Aristote, quand il parle de théologie, il utilise exactement le mot de philosophia theologicae, qui est la philosophie théologique. Elle est
une science théorétique qui est exactement sur le même plan que la philosophie mathématique ou que la philosophie physique. C'est-à-dire que ce sont des sciences qui ont des manières différentes de procéder, mais qui ont le même statut scientifique. Par conséquent, du point de vue de la théologie dont il est question par exemple, au livre Epsilon de la métaphysique, c'est en fait le seul passage où il en est question, n'est pas, si vous voulez, est-ce que l'on pourrait appeler au mieux une philosophie rationnelle, une théologie rationnelle? Ce n'est absolument pas une théologie, évidemment, qui reposerait sur un texte révélé, qui ferait appel à la croyance ou à la foi. C'est une forme de philosophie, c'est une forme de science qui, en réalité, porte sur les moteurs immobiles du mouvement du monde. C'est ça, c'est ce qu'on dit que la cause ultime, c'est ce premier moteur immobile qui est qualifié de divin par Aristote. En réalité, je vous pose cette question-là puisque c'est le problème identifié notamment par un grand lecteur d'Aristote, Pierre Aubin, dans son livre justement sur Aristote, qui dit qu'il y a une tension irréductible au sein de la métaphysique entre une approche théologique et une approche proprement scientifique. Donc vous dites non, le débat est complètement tranché, il ne peut pas y avoir de théologie puisque c'est anachronique. Non, le problème de Pierre Aubin, le problème, ce n'est pas exactement le problème de l'être, c'est le titre du livre de Aubin. Le point de départ du livre fondamental, évidemment, de Pierre Aubin, le problème de l'être n'est pas exactement une différence entre quelque chose d'ontologique et quelque chose de scientifique. C'est le problème traditionnel depuis cet autre livre fondamental de Werner Jaeger, qui est la différence entre une orientation platonisante que l'on peut qualifier de théologique, c'est-à-dire l'idée que la métaphysique porterait plutôt sur un principe suprasensible comme le Dieu, ou comme un Dieu, donc principe, si vous voulez, intelligible, qui n'est pas immatériel, incorporel. Donc ça serait une première orientation, et une seconde orientation qui considérerait la métaphysique, pour employer un terme contemporain, comme une ontologie, c'est-à-dire comme une metaphysica generalis en latin, comme une métaphysique générale, comme une science de l'être en tant qu'être. C'était son point de départ. Alors, ce qui caractérise la démarche il y a eu différentes manières de résoudre cette difficulté. Jaeger, par exemple, dont je parlais à l'instant, le savant allemand, comme beaucoup d'autres, a essayé d'articuler ces deux orientations en utilisant la notion d'évolution, c'est-à-dire en considérant que finalement l'orientation platonisante et théologique était première et qu'elle se résolvait progressivement dans une prise en compte ontologisante, plus empirique, plus aristotélicienne. Ce qui caractérise la démarche de Pierre Aubin est qu'il a voulu considérer que, en réalité, il n'y avait pas d'évolution chronologique historique chez Aristote, mais qu'il y avait beaucoup plus, qu'il y avait une unité recherchée, c'est le terme qu'il utilise, une unité recherchée entre ces deux sciences. Alors, ce qui caractérise la démarche de Pierre Aubin, c'est cette espèce de conception un peu dramatique, si vous voulez, de la métaphysique d'Aristote ou de la philosophie d'Aristote, où on voit un Aristote dans une espèce de scission, dans une espèce de déchirement, perpétuellement à la recherche d'une unité entre ces deux orientations, une orientation, si on veut, plus humaniste, plus immanente, et une orientation plus transcendante, si vous voulez. Alors, Pierre Aubin considérant que finalement, cette différence entre ces deux orientations n'est pas étalable sur une chronologie, mais en fait, apparaît de manière, si vous voulez, en un seul et même moment, et constitue le problème, la problématique aristotélicienne, c'est-à-dire cette impossible unité, cette scission entre deux orientations. Voilà. Alors c'est ce qui donne sa beauté, sa grandeur à l'entreprise d'Aristote, mais surtout au très beau livre de Pierre Aubin. Cela dit, est-ce qu'on est condamné à considérer qu'il y a cette scission, cette unité perpétuellement recherchée mais jamais trouvée qui donnerait sa dynamique? Le texte d'Aristote lui-même nous donne la réponse. Vous aviez cité Epsilon 1, justement, c'est dans ce texte-là que Aristote semble bien montrer que l'être le plus éminent, c'est aussi le premier principe de tous les êtres, et donc il y a comme une réconciliation entre l'universel, la science de toutes les sciences, et disons le premier moteur qui doit être à l'origine de ces sciences-là. En fait, le paradoxe, on peut le dire ainsi, là, si on dit que la métaphysique est la science de l'être en tant qu'être, comment peut-elle à la fois être une science qui serait donc parmi les autres et en même temps la science qui générait toutes les autres sciences? Oui. Alors, ce qui caractérise le passage d'Epsilon 1 est en effet qu'il envisage d'articuler ces deux sciences. C'est-à-dire qu'il envisage d'articuler une philosophie qui est une science de l'être en tant qu'être et une science théologique qui est une science de ces premiers moteurs. Alors, pour le dire clairement, ces premiers moteurs, ce sont en réalité des principes immatériels
qualifier des principes immatériels qui mettent en mouvement les corps célestes et qui mettent en mouvement le monde. Et on peut imaginer, on peut considérer que c'est précisément un rapport d'amant à aimer qu'il y a entre, si on veut, le monde ou les sphères célestes, et puis ces principes immatériels. Donc, il y a d'un côté cette orientation qui est, si on veut, une orientation théologique. Ce qui est important, c'est que dans cette orientation, la science a un objet qui est un genre d'être. C'est-à-dire, ces principes immatériels, ces moteurs immobiles, c'est un genre d'être. Aristote en fait, si on veut, la science en quelques pages au livre Lambda de la métaphysique. Et il y a par ailleurs la science de l'être en tant qu'être, dont nous sommes partis au livre Gamma. Alors, ce pourquoi ce qui caractérise Epsilon 1, c'est qu'en effet, il y a cet effort pour réunir ces deux morceaux. Certains ont dit que c'était un livre inauthentique parce que justement, il réunissait de manière problématique, un peu bancale, ces deux morceaux. Il faut tout de même préciser quelque chose. C'est que quand on parle de science de l'être en tant qu'être, on a l'impression que c'est une science, si on veut, universelle qui parle de tout et de n'importe quoi. Ce n'est pas exactement vrai. Dans l'esprit d'Aristote, la science de l'être en tant qu'être, c'est une science qui, comme on l'avait vu avec ce texte de Gamma 1, porte l'être en tant qu'être ayant plusieurs sens. La science de l'être en tant qu'être porte sur le sens premier, à savoir sur la substance. Et cette science de l'être en tant qu'être porte sur la substance, c'est-à-dire nous, et se demande qu'est-ce qui fait l'être de cette substance, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sa réalité. Et la réalité de cette substance, c'est ce que Aristote appelle, de manière étrange, une substance, et c'est la forme. Par conséquent, on peut dire en résumant que la science de l'être en tant qu'être porte sur la substance de la substance, c'est-à-dire la réalité de la réalité, pour employer un vocabulaire plus clair peut-être, et cette réalité de la réalité, c'est la forme pour Aristote. Et la forme, pour le dire clairement, c'est l'âme, c'est-à-dire notre âme. La forme qui se distingue de la matière. Et la forme qui est distinguée de la matière, et en l'occurrence, si on dit que la forme est l'âme, la matière c'est le corps. Par conséquent, la démarche aristotélicienne semble assez ésotérique et obscur, mais en réalité, son problème est assez clair. Il est question de savoir qu'est-ce qui constitue le principe des réalités matérielles, et ce principe des réalités matérielles, c'est la forme. La métaphysique, en grande partie, est une réflexion sur ça, c'est-à-dire que signifie cette forme, en quoi cette forme que Aristote appelle l'âme est immanente au corps. Comment il peut y avoir une unité entre l'âme et le corps. Et en fait, la question d'Aristote est précisément celle-ci, ce en quoi il se distingue assez clairement de Platon. Et tout son effort porte sur cette question-là. C'est-à-dire comment on peut rester platonicien, mais en comprenant qu'il y a une unité ou une immanence de la forme et du corps, c'est-à-dire de l'âme et du corps. Voilà. Dis mémé, pourquoi que le tam-tam, il parle d'un bout de la terre à l'autre? Parce que les hommes noirs l'écoutent, mon enfant. Et pourquoi que les hommes noirs, ils l'écoutent, mémé? Parce que c'est les grands totems qui leur parlent. Ils sont les plus vieux et les plus forts de tous. Lequel c'est le plus fort et le plus vieux? Oh, pourquoi veux-tu me tromper, mon enfant? Mais tu le sais bien que c'est le père crocodile. Il est de beaucoup le plus vieux et le plus fort. Il pourrait manger tous les autres. Ah, pourquoi qu'il ne les mange pas? Pourquoi? Tu m'ennuies, mon enfant, tu m'ennuies. Je ne sais pas pourquoi. Tu le sais, toi? Si, mémé, je le sais. Je sais pourquoi. Les enfants, ils savent pourquoi. Puisqu'il y a 3 sortes de substances, dont 2 physiques et une immobile, nous devons parler de cette dernière et montrer qu'il existe nécessairement une substance éternelle immobile. Les substances, en effet, sont les premiers des êtres, et si elles étaient toutes corruptibles, tous les êtres seraient corruptibles. Mais il est impossible que le mouvement ait commencé ou qu'il finisse, car il est éternel. De même pour le temps, car il ne pourrait y avoir ni antérieur ni postérieur si le temps n'existait pas. Le mouvement est donc continu, lui aussi, de la même façon que le temps. Ou bien, en effet, mouvement et temps sont identiques, ou bien le temps est un mode du mouvement. Mais il n'y a de mouvement continu que le mouvement dans le lieu, et encore faut-il que ce mouvement soit circulaire.
Mais existe-t-il une cause motrice ou efficiente? Si cette cause ne passe pas à l'acte, il n'y aura pas de mouvement éternel, car il est possible que ce qui a la puissance n'agisse pas. Il faut donc qu'il existe un principe tel que l'acte même de mouvoir en soit l'essence. En outre donc, les substances en question doivent être immatérielles, car il faut qu'elles soient éternelles, s'il est quelque chose éternel. Donc elles doivent être en acte. Comment en effet y aura-t-il mouvement s'il n'y a pas de cause motrice en acte? David Lefebvre, les choses étaient déjà bien compliquées dans l'approche, la méthode que celle de l'Aristote pour interroger cette science de l'être en tant qu'être, entre méthodes ontologiques, théologiques, vous avez défini en quel sens il fallait l'entendre, et proprement métaphysique. Ici, avec cet extrait de Lambda 6, interprété par Judith Henry, avec la notion de mouvement qui est introduite, on arrive dans une dimension qui est proprement épistémologique, à savoir c'est comme si finalement ce moteur premier auquel remontait Aristote, était l'origine même du mouvement. On est dans une dimension scientifique, mais cette fois-ci au sens quasiment physique du terme. Oui, mais comme je vous le disais au sujet de l'âme et du corps, l'objet d'Aristote, c'est de rendre compte du monde sensible, du monde physique. C'est pas pour rien que ça s'appelle une métaphysique. Et le texte que vous avez lu met en valeur ce dont il faut parler quand on parle de la métaphysique d'Aristote ou de la philosophie première, c'est-à-dire la notion d'acte. Le texte met très bien en valeur le fait que l'objet d'Aristote est d'expliquer tout simplement l'origine du mouvement du monde. Donc le mouvement du monde, à savoir non seulement le mouvement des corps célestes, mais le mouvement de la totalité du monde, est pour Aristote un mouvement qui est circulaire et éternel, c'est-à-dire le cosmos lui-même est pour Aristote éternel. Donc, il n'a pas été engendré, il ne sera jamais détruit, et tout l'objet d'Aristote est de donner une cause à ce mouvement. Alors, la cause de ce mouvement, on en a déjà parlé, c'est les moteurs immobiles. Mais ce qu'il y a de plus intéressant et de plus beau, c'est peut-être la pensée essentielle d'Aristote, c'est que, comme on le voit dans le texte que vous avez dit, cette substance suprasensible, ces moteurs immobiles, ont un seul caractère qui est d'être énergeia, c'est-à-dire d'être acte, actualité, activité. De quelque manière qu'on traduise cette notion d'énergeia. Ce qui caractérise l'énergeia, c'est le mode ontologique, le caractère ontologique, la manière d'être de ce Dieu, de cette substance. Cette substance, elle est immatérielle, elle n'est rien matériellement, d'un point de vue sensible ou physique. Elle a pour unique caractère d'être une activité. C'est-à-dire qu'elle a, elle n'est plus rien en puissance. Elle n'a plus aucune potentialité. Elle est une pure actualité. Et cette pure actualité est nécessaire pour Aristote pour rendre compte du mouvement du monde. C'est-à-dire que s'il existait des réalités qui aient quelque chose à l'état de puissance, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas totalement ce qu'elles sont, il serait possible pour Aristote que le monde, que cette chose ne mette pas en mouvement le monde. Par conséquent, il faut un premier moteur qui se caractérise par son éternité et c'est la condition pour que le mouvement du monde soit nécessaire, pour que le mouvement du monde soit nécessaire et éternel. Alors le passage que vous avez lu met bien en valeur ce caractère de cette substance qui n'a comme autre caractère, du point de vue de son être, que d'être énergeia, c'est-à-dire une pure actualité, une pure activité. Et nous, êtres sensibles, nous sommes toujours dans un mélange d'actualité et de puissance, c'est-à-dire que nous avons quelque chose en acte, mais tout le reste est en puissance. Ce qui caractérise cette substance, c'est que elle est éternellement activité. Et c'est peut-être l'une des principales pensées aristotéliciennes, l'une des principale pensée, le concept d'énergeia et de Dieu comme pure énergeia. Et l'ensemble du livre Lambda est une description, à partir du chapitre 6 justement, est une description de ce qu'est cette énergeia, de ce qu'est cette activité. J'apprends aux auditeurs qui ne passeraient pas la grecque de philosophie cette année qu'Aristote est au programme et que ce texte de Lambda 6 est tombé en explication de texte et Colomba Grossi qui travaille pour l'émission l'a eu. Donc c'est un texte qui est absolument fondamental dans le corpus aristotélicien. Donc je pense que tous ceux qui passent la grecque cette année vous écoutent avec beaucoup d'attention David Lefebvre. La différence, je dis pas ça pour vous mettre la pression, la différence entre l'acte et la puissance, là vous y êtes venu effectivement assez rapidement, est sujette à beaucoup de malentendus. Il ne faut pas comprendre la puissance qu'en mettant, disons, une potentialité renfermée que l'acte viendrait mettre en œuvre. C'est plus compliqué que ça.
Non, enfin, le texte est uniquement tombé dans une grande université parisienne. Cela dit, c'est un des principaux. Je pense que c'est pas les seuls, mais oui. C'est un texte fondamental parce que c'est précisément le moment où Aristote articule une question physique qui est la question de l'éternité et de la nécessité du mouvement, et une question métaphysique qui est le mode d'être du premier moteur. Alors, le texte que nous avons est intéressant parce que il articule, enfin, il montre le dépassement nécessaire d'une ontologie, ou si vous voulez d'une philosophie qui considérait que le principe est puissance, à une philosophie ou à une ontologie qui montre que, en fait, si le principe est une puissance, de quelque manière qu'on considère cette puissance, alors le principe ne sera jamais actif. Il est plutôt habituel de considérer que le principe est une puissance, c'est-à-dire que c'était plutôt le cas de Platon. Ce qui caractérise un principe, c'est qu'il a une puissance. Le problème d'Aristote, c'est que, ce que montre Aristote, c'est que si le principe a une puissance, alors il est possible qu'il ne s'actualise pas, puisque ce qui caractérise la puissance, c'est qu'elle soit puissance d'être ou de ne pas être. Ce que montre Aristote dans la puissance, ce n'est pas, si on veut, son pouvoir, son dynamisme, sa force, mais c'est sa fragilité, son incertitude, sa précarité, c'est-à-dire le fait qu'elle peut ne pas s'actualiser. Et c'est pourquoi il est nécessaire que le principe ne soit pas une puissance, le Dieu n'est pas une puissance, le Dieu est un acte, c'est-à-dire ce qui n'a plus du tout de puissance. Et c'est très curieux, frappant pour nous, que ce premier moteur, en fait, est sans force, sans puissance, et se caractérise par le fait qu'il n'est quasiment dépourvu de mouvement vers l'extérieur. Ce qui le caractérise, c'est que, en fait, la totalité du monde est tendue vers lui, mais lui-même ne fait rien. Et c'est comme ça qu'il est moteur. C'est d'autant plus surprenant, voilà, qu'il est moteur, il est acte, et en même temps, il est immobile. Si vous voulez, oui, il est acte et il est mobile, mais si vous voulez, que signifie de dire que c'est immobile au sujet de ce qui n'est rien? C'est-à-dire que c'est immatériel. Parce qu'il n'est rien, c'est l'être en tant qu'être, c'est l'être. Non, ce premier moteur dont nous parlons n'est pas l'être en tant qu'être. Vous faites peut-être référence, je pense, à une interprétation de l'être en tant qu'être qui considère que l'être en tant qu'être est séparé. Mais en réalité, cet être en tant qu'être dont nous parlons, c'est simplement une manière de considérer n'importe quel être, vous ou moi, en tant qu'il est. Et donc, vous ou moi, en tant que nous sommes, nous avons un certain nombre de propriétés qui sont différentes des propriétés que nous avons en tant qu'être physique ou en tant que grandeur, si on veut. Mais l'être en tant qu'être est donc quelque chose de commun à tous les êtres. Ce qui caractérise ce premier moteur est qu'il est immatériel, et il est effectivement immobile comme tout ce qui est immatériel. Mais comment quelque chose d'immatériel pourrait être mobile? Il est immatériel, et effectivement il est immobile, et puisqu'il est immatériel, il est pur acte. Voilà. Alors, ce qui est important dans le passage que vous avez lu, c'est que c'est un très beau dépassement de Platon également, car dans ce passage-là, Aristote explique que si le premier moteur était une idée, il ne pourrait pas mettre en mouvement le monde. Et ce qui caractérise précisément Aristote, c'est qu'il a conservé les idées platoniciennes, c'est-à-dire du suprasensible, mais en faisant des moteurs, et pour en faire des moteurs du monde, il les a rendus des purs actes.